Je dirais que dans un contexte où les échanges de services jouent un rôle croissant dans les dynamiques économiques, la question du déficit structurel de la balance des services au Mali mérite une attention particulière. Ce webinaire se propose donc d'en éclairer les enjeux et d'ouvrir des pistes de réflexion. Donc, de ce pas, je vais vous présenter l'agenda de ce jour. Un rappel du titre, donc, Déficit structurel de la balance des services au Mali. Comme modérateur, donc, nous avons M. Ibrahim Touré, qui est membre de la cellule pour le développement, qui est une association de dossiers d'excellence du Mali. Trois panélistes, donc M. Aruna Nyong, ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements, M. Saïdou Koulibaly, directeur général de Vivo Énergie au Mali, et M. Ousmane Babassi, chargé de mission du président du CNPM. Alors, après la présentation de l'agenda, donc, on aura le mot de bienvenue de M. Sidi Danioko, vice-président délégué du Conseil national du patronat du Mali. Présentation du thème et des panélistes par deux modérateurs, donc il y a une dizaine de minutes qui sont prévues pour cela. Les interventions des différents panélistes, donc interaction avec le modérateur et éventuellement avec donc, nos auditeurs. Donc, il y aura une question-réponse, une série de questions-réponses qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Une synthèse sera faite par le modérateur pendant environ 5 minutes, on peut dire ça comme ça. Et enfin, donc, conclusion et les recommandations qui prendront certainement 1 minute, qui seront faites par le modérateur et éventuellement complétées par le vice-président délégué, M. Danioko. Donc, vraiment, merci beaucoup de votre écoute. Encore une fois, bienvenue. Donc, je donne la parole donc à M. Sidi Danioko, qui ensuite maintenant fera le nécessaire auprès donc, du modérateur. Très bonne écoute à tous. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci, Madame la Secrétaire générale, pour ce mot introductif qui nous amène dans notre activité de ce jour. Nous sommes un mercredi 1er avril 2026. C'est un plaisir et un honneur de retrouver la communauté des chefs d'entreprise du Mali sur l'initiative du CNPM pour qu'on se retrouve pour échanger sur un sujet très important qui, j'espère, va contribuer à éclairer, à comprendre, à mieux être outillé davantage et surtout à alimenter le CNPM sur sa mission à la fois de syndicaliste mais aussi de facilitateur et dans le cadre de ses plaidoyers et pour alimenter le dialogue public-privé. C'est dans ce cadre que le CNPM organise ces webinaires, chaque fois sur des thèmes d'intérêt économique pour que ça puisse nous aider à la fois à comprendre mais aussi à alimenter nos sujets. L'activité d'aujourd'hui, au nom du bureau du patronat, de son président, je vais d'abord surtout féliciter et remercier nos panélistes. Le ministre Nyang, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est un habitué du CNPM avec lequel nous échangeons régulièrement sur beaucoup de sujets économiques. Monsieur le ministre, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Monsieur Ibrahim Touré, notre modérateur du jour, il est économiste et financier et il est à partir de Paris, il s'est rendu disponible pour travailler avec nous sur cette activité et ce thème et notamment il va modérer ce débat. Mais Ibrahim Touré, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Monsieur Ousmane Babassi, il est économiste, il est conseiller auprès du président du CNPM. Il travaille beaucoup sur les sujets économiques et surtout pratiquement beaucoup de nos débats que nous structurons. Il est impliqué auprès du secrétariat général. Merci, monsieur Si, d'être sorti du back-office pour accepter d'être exposé dans le cadre de cette activité au nom du CNPM. Et enfin, M. Saïbou Koulibaly, il est directeur général de Vivo, il est président aussi du groupement professionnel des entreprises du secteur du pétrole, GPP. M. Koulibaly a accepté aimablement l'invitation du CNPM et de son secrétariat général pour venir nous parler de ce sujet. Merci M. Koulibaly de votre disponibilité. Donc, vous allez nous parler effectivement du déficit structurel de la balance des services, un sujet très important qui peut paraître a priori technique, mais qui a un impact qui ressort pourtant du quotidien. Il ressort des messages des spécialistes que ce déficit il est plutôt structurel, qu'il est marqué par une forte dépendance des services importés, qu'on l'identifie beaucoup plus au niveau des structures de l'activité donc logistique,
que nous avons un problème de dépendance structurelle aux infrastructures, que parce que nos infrastructures étant faibles, ayant beaucoup de faiblesses, qu'on l'identifie beaucoup au niveau du fret et des assurances et au niveau de la dépendance technologique et en fait de façon générale sur la matrice même de notre économie. Alors nous avons besoin que le modérateur, les conférenciers, que vous nous éclairez, que vous nous aidiez à mieux comprendre où se situe ce déficit structurel au Mali, comment il est alimenté, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses implications économiques, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et que vous puissiez aussi nous faire des recommandations pour qu'on puisse demain pouvoir structurer un plaidoyer du CNPM sur ce sujet-là. Et en faisant ce travail qui est très important pour le milieu économique, vous allez contribuer aussi à éclairer l'ensemble des acteurs économiques qui peut-être dans le quotidien, dans les activités qu'ils font tous les jours, sont des acteurs de ce déficit sans même peut-être souvent le savoir, ou peut-être par un changement de comportement, ou par un changement d'approche, ou par d'autres habitudes, peuvent déjà contribuer en partie à la résolution du problème. Donc nous avons besoin donc de comprendre les causes, mais aussi d'identifier les opportunités et surtout sortir avec des propositions d'action. Vivement que ces débats soient ouverts, qu'ils soient intenses, qu'ils soient instructifs et que nous puissions en retenir les meilleurs enseignements possibles. Merci à tous et très bonne discussion. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci, madame la secrétaire générale. Je suis très heureux d'animer ce rendez-vous maintenant régulier du patronat qui illustre à quel point il est essentiel de réfléchir ensemble aux affaires que nous développons dans l'intérêt de notre pays. Comme monsieur le vice-président l'a dit, le Mali fait face depuis plusieurs années à un déficit structurel de sa balance des services qui est révélateur même d'un déséquilibre profond entre les services importés et ceux qui sont exportés. Donc concrètement, le Mali importe massivement des services à forte valeur ajoutée dans le transport, les assurances, les services financiers, l'ingénierie, mais sans disposer peut-être une offre locale capable de capter cette valeur. Donc depuis 2020, ce déficit s'est maintenu à un niveau particulièrement élevé, oscillant entre 700 et 1100 milliards de francs CFA par an, d'après les statistiques fournies par la BCEAO, dont près de 60% sont imputables au fret, quoi. Voilà. Grosso modo, voici les grands chiffres. Donc, ça illustre quand même une forte dépendance vis-à-vis des prestataires étrangers pour le transport de nos marchandises. Au-delà de ces chiffres, un enjeu central est que la chaîne de valeur échappe largement à l'économie malienne, c'est-à-dire qu'une part significative de la valeur créée dans des secteurs clés est captée à l'extérieur, qui limite par in fine les retombées économiques locales. Donc, les causes sont multiples, on aura le temps de discuter, mais on peut citer la faible industrialisation, la dépendance aux expertises extérieures, un manque de structuration des services, mais aussi une insuffisance d'investissement dans la formation et l'innovation. Donc, les conséquences sont également majeures. Donc, il y a une pression sur les réserves d'échange d'un point de vue monétaire, une perte d'opportunités en matière d'emploi qualifié, une dépendance accrue également vis-à-vis de l'extérieur. Donc, mais ces constats mettent quand même en lumière comment dirais-je, un potentiel stratégique important, celui de relocaliser la création de valeur, de développer des capacités locales dans nos services et de renforcer, in fine, la souveraineté économique du pays. Donc, c'est tout l'enjeu de notre échange aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Haruna Yang, qui est ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur Yang a occupé de nombreuses fonctions de haut niveau au sein de l'administration publique malienne et du secteur parapublic. Il a notamment été conseiller technique sur les questions des réformes économiques. Il a été chargé de la coopération auprès du Premier ministre. Il a ensuite exercé des responsabilités stratégiques en tant que secrétaire général de plusieurs ministères clés, où il a contribué à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques industrielles et commerciales du Mali. Il a également dirigé d'importantes entreprises publiques en tant que président directeur général du PMU, puis directeur général de la SOCIMAR, consolidant ainsi une solide expérience opérationnelle dans la gestion et le développement industriel. Donc, fort de ce parcours riche, à la fois au cœur de l'État et dans la direction d'entreprises stratégiques, M. Nyang va nous apporter aujourd'hui une vision éclairée des enjeux économiques et structurels des déficits du Mali. Donc, il va aborder les causes du déficit, les politiques publiques nécessaires et le rôle de l'État. Donc, nous sommes vraiment honorés de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Ensuite, on a le plaisir également d'accueillir Monsieur Si, qui est diplômé d'un MBA de l'IAE de Paris, avec une spécialisation en finance et en comptabilité.
Monsieur Sy a débuté sa carrière dans le conseil au sein des Deloitte, où il a accompagné plusieurs programmes d'accélération soutenus par des partenaires internationaux. Il a ensuite occupé des fonctions de direction en tant que directeur général d'une société de transport avant de rejoindre le Conseil national du patronat du Mali comme chargé de mission auprès de son président. Il a récemment été nommé à la tête du programme PIAT pour la transformation de nos entreprises. Donc, c'est un programme qui est dédié à l'innovation et à l'accélération de la transformation des entreprises. Donc, félicitations, monsieur Sy. Son parcours illustre une solide expertise quand même à l'interface du conseil, de l'opérationnel et du développement du secteur privé. Donc, monsieur Sy va aborder ce sujet sous le prisme des entreprises locales et la vision du patronat. Enfin, nous avons le plaisir de vous présenter notre troisième intervenant, un expert, je dirais, reconnu aussi du secteur pétrolier aval, avec plus de 27 années d'expérience quand même dans l'industrie. Monsieur Coulibaly est actuellement directeur général de Vivo Énergie Mali, après avoir occupé le même poste au Rwanda, donc pendant 4 ans. Donc, il a aussi cette vision, je dirais, internationale, voire même enfin, panafricaine. Il a également exercé des fonctions stratégiques en tant que directeur des ventes pays de Vivo Énergie Côte d'Ivoire pendant plusieurs années. Donc, en parallèle, M. Sy, comme l'a dit monsieur le vice-président, M. Coulibaly occupe depuis janvier 2026 la fonction de président du groupement des professionnels pétroliers du Mali, où il joue un rôle central dans la structuration et la représentation de ce secteur clé pour notre économie. Donc, il est diplômé de l'Institut national polytechnique, donc ingénieur de Félix Houphouët-Boigny et de l'Université de Pretoria. Il allie, je dirais, une solide formation académique, une expérience opérationnelle de haut niveau sur plusieurs marchés africains. Donc, son parcours illustre une expertise, je dirais, approfondie des enjeux énergétiques, commerciaux et stratégiques de notre continent. Donc, monsieur Coulibaly va parler de la vision opérationnelle avec sa casquette, je dirais, de dirigeant d'entreprise. Vous voyez, mesdames et messieurs, ces trois panélistes de très haut niveau vont nous apporter une rare complémentarité particulièrement riche pour analyser les enjeux liés à ce sujet très important. D'un côté, M. Nyang va apporter sa lecture, je dirais, institutionnelle et stratégique issue de son expérience au sommet de l'État, monsieur le ministre, n'est-ce pas, et dans la conduite des politiques publiques. À ses côtés, M. Sy incarne la vision du secteur privé, je dirais dans sa dimension même structurée, au plus près des entreprises et des enjeux de transformation, à travers son rôle comme conseiller chargé de mission du président. Enfin, on a le directeur général, M. Coulibaly, qui va apporter, je dirais, une perspective plus opérationnelle et concrète, ancrée dans la réalité du terrain, avec des cas d'usage, des problématiques directement liées à l'activité économique. Donc, ensemble, nous allons croiser cette vision institutionnelle, secteur privé et réalité opérationnelle pour vous offrir, mesdames et messieurs, une lecture complète et pragmatique des déficits économiques, des défis économiques du Mali sous l'angle de la balance des services. Donc, je passe la parole sans plus tarder à monsieur Nyang pour nous apporter des éclairages sur les causes du déficit de cette balance. Merci, monsieur. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Touré, modérateur. Je voudrais commencer par remercier encore une fois le CNTM pour l'organisation de ces webinaires qui permet d'ouvrir les débats sur les problèmes de l'économie malienne et essayer ensemble de trouver des solutions qui puissent aider à faire en sorte que notre pays s'en sorte, donc que notre pays se développe et soit émergent. Alors, le thème qui a été retenu est un thème important parce que très souvent, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas très visible. Il n'est pas très visible. La balance des services, très souvent, on n'y prête pas beaucoup d'attention. Et la raison, c'est que, étant un pays enclavé, bon, nous pensons qu'on n'est pas forcément affecté par ce qui se passe autour de la mer, alors que pratiquement le transport international, la grande partie se passe sur les eaux maritimes. Donc, le transport maritime est très important, même pour les pays enclavés. Alors, donc, nous revenons un peu
comment j'ai eu l'avantage de faire un article que j'ai publié sur le déficit suite à la présentation des comptes par la BCEAO, les comptes extérieurs du Mali. Alors, mon attention a été frappée par non seulement la persistance du déficit de la balance des services, mais surtout son caractère permanent. Ce qui fait que j'ai cru qu'il fallait attirer l'attention à la fois des autorités publiques, mais aussi des opérateurs privés sur un problème qui n'est pas visible, mais qui peut peser sur notre compétitivité, peut peser sur nos revenus et même sur l'emploi. Donc, le problème, c'est lequel? Comme vous l'avez dit à votre introduction, Monsieur le Président, le déficit tourne autour de 700 à 11 milliards, 11 000 milliards. Non, 11 000 milliards. Donc, c'est des montants importants et qui s'expliquent par, évidemment, l'enclavement du pays, parce que, n'ayant pas de mer, donc nous dépendons entièrement des services extérieurs d'autres pays, quoi. Et si vous examinez les importations ou les exportations, c'est des marchandises très volumineuses de manière générale et qui sont transportées par la mer. Donc, ce qui explique que le fret maritime, le transport maritime, occupe la grande partie de ce déficit-là. Jusqu'à 70% s'explique à ce niveau par justement le transport maritime. Alors, ce qu'il faut, faut pas seulement constater le problème, mais c'est trouver quelle stratégie nous devons envisager pour réduire ce déficit et en même temps faire en sorte que dans la stratégie proposée, nous puissions capter la valeur ajoutée, parce que chaque activité doit normalement être faite idéalement par les nationaux, ce qui crée des emplois et permet de capter de la valeur ajoutée au niveau national. Donc l'idéal, vraiment, c'est de consommer ce que nous produisons ou de produire ce que nous consommons. Donc c'est un peu dans ce sens que je souhaite que nous abordions les discussions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali, comment étant enclavé, on peut s'investir dans les activités maritimes. Bon, ça, c'est ma recommandation. Je pense que on ne doit pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons, dans le cadre des relations que nous avons avec nos voisins côtiers, former des alliances et peut-être même investir dans certains ports. On peut envisager d'investir ou on peut aussi avoir nous-mêmes intégré. Par exemple, nous savons qu'on a des entrepôts, mais on peut aller au-delà des entrepôts pour avoir, pourquoi pas, des quais qui seront gérés exclusivement par le Mali, par les opérateurs privés maliens, sous forme de PPP. Je pense que c'est un peu vers cela que je souhaite que nous discutions et que nous puissions faire des recommandations à nos autorités. En tout cas, aussi bien privés que publics, nous devons réfléchir pour trouver une solution à ce problème qui est un problème très handicapant
qui affectent même la compétitivité de notre pays. Merci, je m'arrête là. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Suite à votre intervention, il y a toute une question qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce que vous avez des exemples de cas, des exemples de nations qui sont dans la même situation que nous, notamment enclavées, et qui ont réussi à résoudre ce problème-là d'un point de vue de tout ce que vous décrivez comme solution concrète? Est-ce que concrètement, nous avons des cas, des exemples précis sur lesquels on peut se pencher pour résoudre ces déficits structurels-là? J'avoue que mes recherches n'ont pas été dans ce sens-là, mais c'est certain que la logique qui m'a poussé à comprendre cela pourrait exister ailleurs. C'est certain que les pays enclavés qui souffrent des mêmes problèmes, parmi ces pays, certainement, il y en a qui ont une expérience d'investissement dans le secteur maritime. En tout cas, c'est faisable et ce serait souhaitable que ça se fasse au niveau sous-régional. Par exemple, on peut envisager que l'AES, avec le volume du trafic que ça peut entraîner, que ce poids puisse peser et que nous puissions, pourquoi pas, voir qu'est-ce qui est faisable, hein, à la fois au niveau des pavillons, parce qu'on peut avoir, même pays enclavé, on peut avoir un pavillon qui porte le drapeau, hein, du Mali ou de l'AES, des bateaux, mais s'assurer que ces bateaux vont transporter le trafic malien, quoi. Donc, c'est ça un peu l'idée. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, sans tarder, peut-être on va revenir vers vous à l'issue des interventions de monsieur Sy et de monsieur Coulibaly. Donc, monsieur Sy, je vous passe la parole pour nous donner la vision, je dirais, du patronat et aussi les plaidoyers que le patronat a préparé pour ce sujet. À vous, monsieur Sy. Merci, monsieur Touré. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire-là. Pour l'élément de contexte que j'aimerais partager avec vous un peu, ça a été dit tout à l'heure, c'est cet article qui a tout déclenché de M. Niang. Que le CNPM s'est approprié parce que là, il met le doigt sur un véritable problème à traiter de façon globale. Donc, rapidement, pour faciliter un peu le suivi du fil conducteur à nos auditeurs qui n'ont pas eu peut-être la chance encore de lire cet article, M. Niang a posé un constat très chiffré dans l'article, on vous invite à aller le lire, et il a surtout évoqué le pourquoi on passe à côté de ce problème qui est pourtant structurel, parce que ça n'apparaît pas en fait, ça c'est mécanique dans les lois de finances, dans le budget donc de l'État. C'est une multitude de transactions logistiques, assurances, des transactions numériques en finance pour payer des services extérieurs. Et donc, cette sortie de devises passe effectivement dans la balance, le document comptable, mais pas vraiment visible dans le débat public. Donc, et il a surtout proposé une stratégie, et c'est là où le CNPM intervient, parce que cette stratégie globale a vocation à être déposée sur la table donc, des décideurs, mais c'est une stratégie qui est multi-acteurs. Qui dit stratégie dit plan d'action. Et là où le CNPM va être dans son rôle, c'est de développer cette stratégie-là en collaboration avec l'auteur notamment. Et donc, à partir
de la stratégie développée et de son plan d'action, faire une série de plaidoyers pour en faciliter donc la mise en œuvre au niveau de chaque secteur concerné. Donc, en gros, la stratégie, elle est disponible, elle est surtout axée sur des recommandations autour du principal coupable, hein, la logistique et le transport. Et donc, c'est de ça que l'article parle. On vous invite à le découvrir et à le lire. Alors, donc, le déficit des services, le sujet du jour, ce n'est pas seulement un sujet macroéconomique. C'est vraiment un enjeu de compétitivité pour les entreprises maliennes parce que chaque milliard qui sort du pays en fret, en expertise technique, en maintenance spécialisée ou des services numériques importés comme des abonnements qu'on prend, le cloud, la bande passante, des logiciels. Et ça renchérit les coûts pour nos entreprises. On n'a pas on fait sortir la valeur ajoutée. Ça ne favorise du coup pas la compétitivité de nos entreprises locales. Ça limite l'investissement productif et ça freine la création d'emplois. Ça, ce sont des sujets qui préoccupent le CNPM. Le diagnostic, une fois que nous, on a vu les chiffres, ça nous a alarmés parce qu'on parle quand même, je pense, d'à peu près 1000 milliards en moyenne sur la période. Et ça, c'est quelque chose de considérable quand on connaît la taille de notre économie. Donc, mon intervention qui va être assez rapide est structurée autour de 3 axes. C'est les contraintes des entreprises qu'on va passer, des entreprises locales qu'on va passer rapidement en revue. Certaines ont été évoquées tout à l'heure dans l'introduction. Mais nous voyons ça plus. Et c'est l'état d'esprit du CNPM et de son bureau. C'est vraiment de transformer ces contraintes-là en opportunités et de plaider pour ça. Et mieux désormais, vous avez évoqué par exemple le projet PIAT, c'est vraiment de nous mettre dans la posture également d'action. Donc, la deuxième partie de l'intervention, c'est d'identifier que c'est des opportunités. Et enfin, le plaidoyer que nous avons structuré depuis qu'on a lu l'article, et nous nous sommes dit on va organiser ce webinaire pour qu'on prenne d'autres contributions à travers ces échanges-là pour compléter ce plaidoyer et le développement de la stratégie. Quant aux contraintes des entreprises locales, ce qu'on aimerait développer avec vous, c'est bien entendu le coût excessif du transport et du fret. On va dire naturellement, on est enclavé. Ça, on n'y peut plus rien. Peut-être annexer un peu une partie de la Mauritanie. Mais nous sommes un pays enclavé, ça c'est quelque chose de structurel, ça fait exploser un peu les coûts en approvisionnement, notamment de produits importés. Les entreprises sont en face véritablement des difficultés de financement. Surtout des financements long terme pour les infrastructures. Ça fait partie des contraintes. C'est quelque chose qui est adressé également au niveau du CNPM. Pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, on a organisé des événements dans ce sens, on agit. Au niveau de la troisième contrainte principalement identifiée, c'est vraiment le déficit de compétences spécialisées. Ça, c'est un diagnostic partagé par tous. Quand vous voyez les interventions à chaque fois, que ce soit du CNP, des patrons du CNPM ou d'autres acteurs économiques, vous allez voir qu'on se plaint un peu des niveaux de compétences disponibles en ingénierie, en maintenance industrielle, dans le digital, et dans d'autres maillons même de la supply chain
qui peuvent être un peu plus optimisés. Ça, c'est... vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pourra y revenir, c'est de l'expérience personnelle qu'on pourra partager le temps qu'on a fait du transport, que moi-même j'ai fait du transport. Donc, vous voyez, ces contraintes nous empêchent de saisir et de capter cette valeur-là au lieu de nous tourner vers l'extérieur. Mais en même temps, ce sont des opportunités que ça représente. C'est typiquement d'envisager des investissements dans le transport multimodal, comme ça a été suggéré dans l'article, d'avoir comme au Rwanda, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, des infrastructures portuaires intérieures, les ports secs, c'est dans les pays anglo-saxons. Par rapport à votre question de tout à l'heure, nos pays ont des profils économiques un peu similaires. Je crois que nous avons les mêmes problématiques sans avoir les chiffres spécifiquement pour, par exemple, le Burkina et le Niger, mais nous sommes dans les mêmes configurations à peu près. Donc, les plateformes logistiques, l'entreposage et les services digitalisés. Ça, ce sont des opportunités de secteurs et d'activités dans lesquelles nous pensons que des investissements sont possibles. Dans spécifiquement le domaine de la maintenance industrielle où il y a des grosses sorties de devises parce qu'on n'a pas l'expertise locale, c'est très présent dans le domaine énergétique, c'est présent dans les mines, ça c'est un diagnostic également largement partagé. Dans l'agro-industrie, dans les infrastructures et les équipements même. Maintenant, notre économie basée même sur l'agriculture, quand on voit que le problème est même présent dans ce secteur agricole-là, à travers un lien qu'on peut facilement établir, c'est-à-dire que plus on renforce la production locale, on a une réduction des importations par le même effet. Qui dit réduction des importations va dire réduction du fret international pour améliorer les services logistiques intérieurs. Et donc, même au niveau du secteur agricole, plus on fera d'investissements, plus indirectement on agira sur ce déficit de la balance des services là. Et ça, ces investissements, les axes d'investissement en termes d'opportunités, il y a encore la chaîne de froid à développer pour pouvoir améliorer la consommation locale, il y a la logistique des intrants, on peut investir là-dedans, il y a la mécanisation, problématique toujours sur la table depuis des décennies, où on n'a pas encore atteint le niveau optimal. Donc, le dernier point qu'on a retenu, le dernier et le quatrième domaine dans lequel on pense qu'il y a des opportunités, c'est le numérique. On voit de très bons jeunes, il faut le reconnaître, qui font le développement de solutions informatiques accessibles ici. Bon, par contre, on préfère faire des acquisitions à l'étranger. Il y a toute la fintech qui offre une panoplie de services aujourd'hui facilement développables par nos entreprises locales qu'on peut mettre en avant. Et donc, nous pensons que le numérique offre effectivement ce deuxième grand bloc d'opportunités. Donc, pour terminer, au niveau du plaidoyer du CNPM, je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, nous souhaitons vos contributions, mais à la base, ce que nous avons identifié à partir de l'article et de nos premières réflexions à l'interne, c'est de travailler sur le nerf de la guerre. Il y a l'aspect sectoriel, le fret et tout ça, mais c'est le financement.
Et le CNPM, pour rappel, a 5 axes de plaidoyer majeurs pour ce mandat-là, largement partagés. Désormais, on fait des capsules. Tout le monde sait que c'est vraiment les 5 piliers sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. C'est le financement, les infrastructures, la fiscalité, les ressources humaines et, et, et l'énergie. Ah ben voilà, donc je vois que tout le monde a révisé nos 5 plaidoyers. Et donc ça rejoint et ça va renforcer le plaidoyer que nous allons faire sur le financement. Cette fois-ci, dans la façon de présenter, on va être un peu plus sectoriel en renforçant le plaidoyer spécifiquement pour les infrastructures en matière de transport et logistique. Nous pensons que le deuxième axe de notre plaidoyer va être orienté vers le contenu local des services. C'est-à-dire qu'on va plaider pour que dans les contrats des mines, tout ce qui est contrat de marché public et même dans les contrats de partenariat public-privé qu'on va accorder à des sociétés étrangères, toute cette partie où il y a des services, il faudrait qu'on fasse progressivement des contraintes dans les lois en question, dans les contrats en question pour que les entreprises locales puissent exécuter ces parties-là. Plus particulièrement, je reviens un peu sur le financement, c'est de plaider pour des PPP structurants dans les différents domaines. On pourra peut-être détailler un peu plus les mécanismes des PPP tout à l'heure. Et donc, la formation professionnelle ciblée est donc notre quatrième axe de plaidoyer que nous allons renforcer dans les domaines que nous avons évoqués tout à l'heure, l'ingénierie, la logistique, la maintenance industrielle, etc. Donc, je vais conclure ici. En gros, notre plaidoyer va être sur ces 5 axes-là, le financement, les PPP, le contenu local, la formation professionnelle et les champions nationaux. Ça, c'est très important, que nous puissions avoir dans tous les secteurs quand même des champions nationaux qui puissent tirer d'autres entreprises et idéalement donc pour rester dans la thématique, que ces entreprises-là puissent intégrer donc des façons de développer et de délivrer des services localement. Donc, on va, si vous avez bien compris notre esprit, on va partir de cette base de proposition de plaidoyer et compléter avec l'apport des experts présents dans ce webinaire-là. Et nous, après, structurer les notes qu'il faut pour les adresser aux bons interlocuteurs. Merci, M. Touré. Merci beaucoup, M. Si, pour cette intervention. C'était très clair. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions pour vous, j'espère. Et je passe maintenant à M. Coulibaly. Et ensuite, on va conclure et puis synthétiser vos différentes interventions pour voir s'il y a des points qui se rejoignent. M. Coulibaly, c'est à vous. On ne vous entend pas, M. Coulibaly. Le micro est coupé. OK. Merci, M. Touré. Merci à tous. Merci à mes prédécesseurs, le ministre Nyang et M. Si, pour leur brillante intervention. J'ai tout de suite repéré une question qui avait été posée au ministre Nyang par rapport à un exemple, disons, pratique d'investissement sous la forme d'entrepôts en export, disons, qui aurait, par exemple, qui pourrait citer. Donc, j'aimerais juste rappeler comme ça que dans le domaine donc, énergétique dans lequel j'évolue, il y a le conseil, disons, des ministres, disons, du Burkina, qui a approuvé l'acquisition par la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, l'équivalent OMAP, le 5 mars dernier, disons, d'un dépôt, disons, d'hydrocarbures à Tema, au Ghana, pour un montant de 70 millions de dollars, soit 42,45 milliards. Et cette acquisition s'inscrit, comme disait M. Nyang, dans la stratégie de l'État burkinabé à travers la SONABI de poursuivre son expansion
son développement en matière de stockage des hydrocarbures, notamment à l'étranger. Et pour la petite histoire, la Sonabi avait déjà, de cela il y a quelques années, pris des actions à hauteur de 5% dans la société ivoirienne de raffinage. Et lorsqu'on est actionnaire, c'est clair que on a une position assez préférentielle quand il s'agit de sécuriser ses approvisionnements et on n'est pas considéré comme simple passeur ou comme simple client ordinaire. Mais en plus d'être client, en plus d'être partenaire, on est actionnaire. Donc, juste pour dire que la problématique aujourd'hui je dirais, de déficit, que je dirais dans notre cas, conjoncturel et structurel, disons, de la balance des services quand il s'agit du secteur aval, disons, pétrolier au Mali, disons, c'est une problématique qui est criarde quand on voit aujourd'hui la crise que nous subissons de plein fouet, OK, sur la base du fait que les 5 services que historiquement les importateurs, les opérateurs locaux, les champions locaux sur lesquels ils se sont beaucoup plus appuyés, ça a été l'importation, le transport, le transit, la distribution et la commercialisation. Et on n'a pas vraiment, pour certaines raisons qu'on peut comprendre, OK, vraiment investi dans tout ce qui est production pétrolière ou encore dans des infrastructures, disons, nationales de raffinage, quand bien même OK, aujourd'hui, il y a des technologies assez avancées. Donc, dans ce contexte, je dirais de forte dépendance aux importations de produits pétroliers raffinés, OK, nous sommes aujourd'hui, disons malheureusement, confrontés à une crise multidimensionnelle, disons, qui part, disons, du volet local, OK, ensuite, on passe au volet régional et aujourd'hui, avec la crise que nous avons dans le Moyen-Orient, la crise s'est internationalisée. Et cette internationalisation de la crise aujourd'hui, disons, nous fait subir une très forte volatilité des marchés, combinée avec tous les aspects et les contraintes sécuritaires que nous avons et qui aujourd'hui sont en train même de conduire les pays fournisseurs habituels sur lesquels nous avons compté. Ces pays-là sont en train de nationaliser leur stock dédié au marché export. Ce n'est pas un secret que ce soit le Sénégal ou que ce soit la Côte d'Ivoire, il y a eu des mesures non encore officialisées, mais de restriction des stocks qui étaient dédiés, disons, au marché export, quand bien même, depuis le mois de janvier, des commandes prépayées d'avance, OK, avec toutes les conditions qu'il faut, avec des contrats valides, disons, ne peuvent pas être honorés aujourd'hui parce qu'il y a des instructions de localisation de ces stocks dédiés à l'export. Donc, tout ceci pour dire que la problématique aujourd'hui, disons, de déficit, disons, dans notre secteur et les conséquences et les effets de ces déficits-là sur la continuité de notre approvisionnement sont vraiment criards. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, je dirais, mettre comme, disons, disposition? OK? Et là, je vais aller, disons, appuyer la proposition de solutions et de débouchés que le ministre Niang nous a dit. Je pense qu'il faut vraiment définitivement considérer que le contenu local, et ce qui me donne l'opportunité d'aller sur le contenu local, qui aujourd'hui fait la promotion des acteurs, des champions locaux, il faut amener tous ces acteurs locaux, ces champions locaux à changer et à élever la gamme du jeu. C'est vrai, importer, transporter, distribuer, commercialiser à travers des camions citernes, c'est bien. Mais aujourd'hui, à travers des mécanismes, disons, qui pourront être développés par des experts, disons, qui ont des voies plus autorisées que la mienne, je pense que si on arrive aujourd'hui à explorer l'option d'expansion, de sécurisation, de grands entrepôts, de grands dépôts, OK, dans des pays, disons, fournisseurs, en utilisant la diplomatie pétrolière, en considérant tous les facteurs, disons, que nous pouvons considérer au niveau politique, cela va être vraiment une solution pour pouvoir aller vers, disons, une souveraineté énergétique. Cela m'amène en même temps à, disons, aborder le point concernant une note stratégique d'opérationnalisation de l'Office malien des produits pétroliers. Pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, l'Office malien des produits pétroliers qui, disons, à l'origine, avait pour vocation de faire de la gestion, du stockage de produits pétroliers, elle avait été conçue
ok, passant de l'ONAP, Office national des produits pétroliers, à OMAP, Office malien des produits pétroliers, elle avait été conçue, pensée, ok, à devenir un acteur central de l'importation, la distribution et la gestion des stocks de sécurité et des réserves stratégiques de l'État. Malheureusement, cette vision n'a pas pu se concrétiser. Il y a une très forte volonté politique depuis un certain moment et je pense qu'il y a une opportunité pour les champions locaux, ok, comme le disait mon prédécesseur, de s'investir, disons, dans ce plan d'opérationnalisation de l'OMAP comme un acteur central de l'importation et de la distribution. Il faudrait aussi encourager nos acteurs locaux, nos champions locaux à passer à la gamme de pouvoir investir dans des dépôts que je dirais régionaux, ok, que ce soit sur le plan, disons, local ou même aussi sur le plan export pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements. Et à ce niveau-là, nos études ont permis d'identifier que nous avons un déficit de stockage en produits pétroliers d'au moins 50 millions de litres. OK, à Bamako, un déficit, disons, au moins de 70 millions de litres de stockage à Sikasso et un déficit d'au moins 40 millions de litres de stockage à Caille. La somme de ces capacités nous donne à peu près 160 millions de litres. Cela devrait nous permettre de couvrir au bas mot 45 jours de consommation nationale, là où aujourd'hui nous tournons à moins de 10 jours de consommation nationale avec les dépôts existants que nous avons. Concernant aussi le volet sécurisation des approvisionnements, il y a une problématique que nous connaissons aujourd'hui, l'absence de stock national de sécurité. À cet effet-là, il y a des mécanismes qui existent d'autofinancement par inclusion de taux que nous pouvons mettre dans la structure de prix, okay, qui vont permettre, comme dans des pays comme le Rwanda, de constituer une réserve stratégique qui va s'autofinancer et qui ne va pas peser, disons, du coup, sur le pouvoir d'achat ou encore sur, disons, la monnaie et sur les usagers. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là, mais ce que j'aimerais dire, aujourd'hui, la crise énergétique que nous connaissons sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan national, vient démontrer à dessein que le sujet de déficit structurel que nous avons au niveau de la balance des services peut conduire définitivement, disons, à une très grave crise qui peut impacter tous les secteurs de notre économie. Voici un peu le premier exposé que je voulais faire. Monsieur Touré. Oui, merci beaucoup, monsieur Koulibaly, c'est très clair, hein. Juste une question qui peut aussi être posée, c'est que on voit que parmi toutes les informations que vous avez ça et là données, que ce soit vous ou même vos prédécesseurs, ben, il y a toujours la question du financement concret, quoi. Donc, est-ce que les gens peuvent se poser la question, mais nous, on a des banques au Mali, plusieurs banques, mais pourquoi on a toujours ce problème de financement-là? C'est une question naïve, bon, mais qui peut être concrète. Ouais. OK, bon, je vais être assez direct là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques réflexions là-dessus. Je prends un pays comme le Rwanda, OK, où j'ai fait 4 années. La Strategic Reserve, disons, est financée par un fee, disons, une retenue de 20 francs par litre, disons, que vous appliquez dans le cas du Mali aux 50 millions de litres, disons, mensuels que vous avez sur le marché réseau, qui est le marché TTC, à ne pas confondre avec le marché exonéré. Vous avez 1 milliard de francs que la réserve stratégique, disons, peut utiliser pour pouvoir acheter au prix du jour au moins 25 camions citernes. Si vous achetez 25 camions citernes par jour, vous avez 300 camions citernes, vous avez constitué au bas mot au moins un quart du stock de sécurité. Donc, c'est pour dire que c'est vrai que le mécanisme par le financement bancaire, c'est une option directe, mais il y a aussi une option qui permet, comme cela existe sur l'entretien routier, comme cela existe sur plusieurs autres redevances, de permettre de l'autofinancement à partir de la structure de prix. Et c'est d'ailleurs, dans beaucoup de pays, l'une des méthodes les plus efficaces. Dans ce mécanisme d'autofinancement, est-ce que les systèmes de péage sur les routes, c'est des choses qu'on pourrait développer aussi, peut-être?
Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? c'est exactement le même esprit. C'est comme, par exemple, dans la structure de prix des produits pétroliers au Sénégal, qui a fait face, disons, pendant des années à des gros déficits en matière de fourniture d'électricité. Ils ont inclus un taux dans la structure de prix des carburants qui permet, disons, de s'occuper de l'entretien et de l'investissement, disons, du secteur de l'électricité. Au Rwanda, on a aussi ça. Je pense qu'au Mali, on a la Road Maintenance Fund, la RMF. Et cette retenue sur chaque litre de carburant, disons, devrait permettre à tous les usagers, qu'ils soient motocyclistes ou automobilistes ou engins poids lourds, de pouvoir participer à travers un fee qu'ils payent dans le litre de carburant à l'entretien et à l'investissement, disons, dans le réseau routier. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la problématique que nous avons de disponibilité de produits, aujourd'hui, je pense qu'un premium qui serait, disons, à rajouter dans la structure de prix pour pouvoir constituer une réserve stratégique, ce n'est pas quelque chose que les usagers, disons, verront à mal. Il faut juste qu'on puisse aller dans des propositions très concrètes et qu'on puisse les mettre en œuvre. Très bien. Merci beaucoup, Merci. monsieur Kouba. Oui, peut-être avant de passer aux questions. Oui, monsieur Nyang, je vois votre main qui est levée. Vous voulez rajouter quelque chose? Micro, monsieur. Très bien. Je voudrais juste nuancer cette question d'énergie. Moi, personnellement, je pense que nous ne devons pas produire de l'électricité avec du carburant. Nous avons la chance d'avoir un ensoleillement extraordinaire. Et dans le domaine de l'énergie solaire, la technologie a beaucoup évolué et les coûts ont fortement baissé. J'ai fait un article sur cette question et j'avais recommandé qu'il y ait un programme d'urgence pour réduire les importations de carburant dans le but de produire de l'électricité. Ce qui est mis dans le transport, ça, on ne peut pas éviter. Nous avons des véhicules, pour l'instant, qui sont à base de carburant, donc on va continuer avec ça. Mais par contre, il y a beaucoup d'économies que nous pourrons faire et réduire la pression sur les importations de carburant. Et d'ailleurs, la crise actuelle, c'est une bonne opportunité pour réduire les carburants que nous importons. J'estime que ce volume est très élevé pour un pays qui a beaucoup de soleil et avec le progrès de l'énergie et de la technologie solaire. Donc ça, c'est une réflexion, c'est un angle mort sur lequel je pense que nous n'allons pas développer davantage ça, mais je souhaite qu'il y ait une réflexion dans ce sens-là. Un programme d'urgence peut permettre très vite aller jusqu'à 200 mégawatts produits à petite et moyenne échelle. L'installation de ces équipements ne prend pas beaucoup de temps. Vous avez des exemples. Je prends Ibrahima Diawara, qui a un immeuble qui produit l'entièreté de son électricité avec 2 mégas, je crois. Et nous avons des hôpitaux et autres qu'on peut déconnecter pour soulager la demande de l'énergie pendant un temps. Donc, il y a toutes ces possibilités qui s'offrent et il faudrait prendre. Le carburant, ce n'est pas pour moi la voie prioritaire pour le Mali. Ça, c'est un deuxième angle mort que je souhaite soulever. Vous savez que le secteur des transports, si vous examinez, si vous avez une compagnie de transport, vous voulez investir dans des camions, vous savez qu'actuellement, dans l'application du code des investissements, on vous dit qu'on ne peut pas exonérer vos camions. Pour un pays enclavé, avoir une politique publique qui décourage les exonérations alors que d'autres investissements peuvent avoir des exonérations, je dis c'est pénalisant pour le transport. Donc, si nous voulons réduire le déficit des services, il faudrait que
nous ayons des entreprises de transport qui sont bien organisées, qui sont professionnelles, hein, qui organisent bien le fret, aussi bien à l'aller ou au retour. Et c'est tout ça qu'il faudrait gérer pour réduire les coûts. Parce que n'oubliez pas que le transport, ça grève les prix du revient, à la fois à la consommation pour les importations que pour les exportations. Donc, il y a vraiment là aussi une réflexion à faire pour voir comment favoriser l'émergence des entreprises de transport professionnelles, bien organisées, bien coordonnées et avec une meilleure organisation du trafic, en utilisant évidemment une stratégie logistique multimodale. Hein. C'est pour ça que, par exemple, l'accès au fleuve du Sénégal, transport fluvial, ça me paraît très important. Transport fluvial vers le nord me paraissent tous très importants. Ça, c'est des pistes vraiment auxquelles nous ne devons pas échapper. Il nous faut développer ces activités-là. Ensuite, dernier point que je souhaite soulever toujours en termes d'engagement, vous avez parlé de question de financement. Vous avez raison, le financement, c'est pratiquement la grande contrainte pour tous les pays africains. Mais pour moi, nous ne faisons pas suffisamment pour mobiliser l'État au niveau national. C'est une autre réflexion. Hein. J'ai fait un papier sur ça aussi, où j'ai parlé de l'actionnariat populaire, par exemple en termes de fonds propres. Parce que pour les entreprises privées, croyez-moi, l'accès au crédit et autres est lié à un minimum de fonds propres. Et l'absence de fonds propres fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas accès au crédit, notamment les petites et moyennes entreprises. Donc, on peut développer un concept, j'ai fait un article sur ça, que j'ai appelé l'actionnariat populaire. Et je dis, j'ai expérimenté cela au niveau de PMU Mali. PMU Mali, on a mobilisé suffisamment d'argent avec les Maliens sur la base d'un actionnariat plafonné à 100 000 francs CFA. Donc, on a eu beaucoup de Maliens qui ont pu prendre des actions au niveau de PMU Mali en investissant 100 000 francs CFA. Donc, ce montage, on peut l'étendre à beaucoup d'autres entreprises et faire en sorte qu'il y ait davantage de mobilisation de ressources et surtout avoir une culture d'investissement au niveau des Maliens. Savoir qu'au lieu de consommer, on peut mieux se prévenir l'avenir en faisant travailler son argent. Même si nous-mêmes, on n'est pas un opérateur, on peut investir avec quelqu'un qui sait faire travailler l'argent. Donc, c'est un peu des idées que j'aimais de façon générale, mais c'est juste par rapport au problème qui a été posé. Et sur ça aussi, j'ai fait des écrits, des articles que j'ai publiés sur cette question de financement. Merci beaucoup. Merci. Avant de passer la parole à M. Si, je voulais juste vous poser une dernière question, M. Nyang. Vous avez parlé dans le secteur des transports de la structuration des entreprises, mais ça, c'est aussi un point de vue personnel. C'est qu'on constate aussi que peut-être au Mali, les entreprises sont beaucoup plus, on va dire, éparpillées, entre guillemets. Hein, mais est-ce que les entreprises aussi ne gagneraient pas souvent à se mettre ensemble, à créer des grandes entreprises structurées, des multinationales pour pouvoir avoir une force de puissance? Une force de frappe plus élevée, quoi. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez plus envisagées dans vos recherches? Entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'approuve fortement parmi les axes que le CNPM a soulevé, celui de fabriquer des champions nationaux dans les différents domaines, dans les chaînes de valeur qu'il faut créer. Il faut soutenir ceux qui ont déjà eu des succès dans certains domaines. Et en les soutenant, on peut aller vers une meilleure organisation. Parce que je vous dis, hein, en Afrique, de façon générale, notre problème, il est vraiment un problème d'organisation. Hein? Très souvent, tout est atomisé, tout est fragmenté et
la coordination entre les différentes activités ne se fait pas très bien. Donc, nous devons travailler beaucoup dans le domaine de la coordination, dans le domaine de la complémentarité, et nous devons avoir une approche chaîne de valeur pour toutes les filières. C'est ça qui va renforcer la mutualisation des efforts et permettre de développer davantage nos pays, quoi. Et c'est valable pour le Mali, mais c'est valable pour beaucoup de pays africains. Et je crois que la dimension régionale, je mets beaucoup l'accent, il faut qu'on passe vers une meilleure organisation, y compris le marché. On doit avoir des marchés régionaux préférentiels. Hein? C'est tout ça qui va favoriser le développement endogène et permettre de consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Je vous remercie. Belle formule. Merci, M. Nyang. Je passe maintenant la parole à M. Si qui a levé la main. M. Si, des compléments? Oui, M. Touré, merci. C'était juste peut-être pour anticiper sur certaines questions à venir et compléter cet aspect-là, parce que c'est très important. Donc, considérez ça un peu comme le complément de l'exposé. En rebondissant un peu sur ce que M. Nyang et M. Koulibaly ont traité tout à l'heure comme problème, restons dans le transport. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez tous, c'est la configuration du marché du transport au Mali. Alors déjà, pourquoi c'est important? Parce que même sur la partie terrestre, on n'est pas capable de capter tout le service. Il y a des prestataires étrangers, des camions d'autres pays, pour dire simplement, qui viennent approvisionner également le Mali. Donc, on gagnerait également à avoir des sociétés de transport qui ont de plus grandes flottes. Donc, problématique de financement pour ces flottes-là. Vous savez, jusqu'à une période récente, les banques, c'était clairement un principe, ne finançaient pas le transport. Parce qu'on a une multitude d'acteurs qui ont investi 1-2 camions. Ce sont des transporteurs, entre guillemets, du dimanche. J'ai une petite économie, je le mets dans un camion. Et à côté de cela, on a des sociétés qui sont en fait des sociétés importatrices. Leur activité principale, c'est d'importer le riz, le sucre, l'engrais, le ciment, et qui ont leur propre flotte en intégration verticale sur cette activité-là. Parce que justement, en face, il n'y a personne qui est capable de fournir ce service de qualité et avec le professionnalisme que ça exige. Pour ces opérateurs-là, la logistique, c'est une partie importante du succès de leurs opérations. Tout ce qu'ils amènent quasiment est vendu. Donc, ce sont des gens qui ont été obligés d'investir dans les camions. Donc, notre société que nous avons fondée, sauf si je me trompe, et il y aura peut-être des participants qui pourront corriger, et le profil, c'était peut-être la seule entreprise qui a plus de 100 camions, qui ne fait exclusivement que du transport. Et je peux vous garantir que ce n'est pas rentable, parce qu'on a en face de nous nos propres concurrents qui sont nos clients. C'est ça la configuration du marché qui fixe le prix de la tonne transportée. Et donc, toi, tu pars, un investisseur qui ne veut faire que du transport professionnel, qui part prendre un crédit à la banque non soutenable, on a déjà beaucoup de crédits ici. Monsieur Nyang a parlé donc du deuxième problème. On amène ces camions neufs, on n'a pas le droit, contrairement à ce que le Code des investissements dit, que si on met à l'époque 150 millions et plus, on a des exonérations. L'État ne te permet pas de dédouaner les camions avec ces exonérations-là. Ils font juste un rabattement sur la TVA qu'il y a dans les taxes douanières. Pour faire grossièrement, on amène un camion à 100 millions dans sa valeur, il faut mettre 30 millions dans le dédouanement. Donc,
les banques se retrouvent avec des business plans qui tiennent pas la route, qui promettent des 3-4 rotations sur l'axe Dakar. On a de la tracasserie sur les chemins, on ne peut pas les faire parce que c'est quand tu tournes que tu fais du chiffre d'affaires et c'est quand tu fais du chiffre d'affaires que tu rembourses ton crédit. Donc, ils ont fini par désormais financer cette activité-là pour leurs clients, mais uniquement pour ceux qui font leur propre fret, de l'importation du riz et autres. À la comptabilité analytique, ils font des marges sur le sucre et le riz, mais sur le transport, c'est sûr qu'ils sont en train de faire des pertes. Donc là, il y a vraiment un très gros travail à faire sur ces différents axes-là au niveau de nos plaidoyers pour que l'État entende avec des éléments chiffrés. Nous allons être représentés par notre président du GPA Transport, je crois, la semaine prochaine à une réunion où l'État veut mesurer l'impact de cette augmentation-là que nous avons eue sur le prix du transport et répercuter l'impact de l'augmentation du carburant. Mais ils vont se retrouver dans l'impasse parce que personne n'a la structure des coûts de société de transport catégorie par catégorie. Et ce genre de travail, le CNPM est prêt, par exemple, à leur soumettre des idées, à leur soumettre des fichiers Excel standardisés. Nous, on est disponible pour accompagner ça. Donc, on va faire ce plaidoyer-là toujours dans le sens de l'amélioration du cadre des affaires. Et donc, ça va nous permettre d'adresser au moins une partie de cette question du transport. Donc, j'ai bien noté pour terminer qu'on va ajouter une nouvelle ligne sur la production énergétique solaire. On peut penser que le lien n'était pas direct, mais avec les explications de M. Nyang, c'est aussi une réduction donc, des importations d'hydrocarbures et donc des importations, une réduction des fret en bateau et tout ça. Donc, ça, c'est des points que je voulais partager un peu avec vous. Oui, juste pour rebondir, merci Monsieur Si pour ces développements. En fait, vous avez aussi quand même mentionné, de ma compréhension, l'aspect concurrence aussi. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes d'organisation de la concurrence? Parce qu'on a quand même une direction générale de la concurrence qui doit organiser tout ça pour éviter de fausser le marché, pour organiser le marché pour que les entreprises puissent pouvoir être rentables. Vous expliquez que souvent vos concurrents, c'est vos clients. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation du marché? Peut-être Monsieur Alors, ça, Si, c'est une très, très bonne aussi. question. Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup, trop, à mon avis personnel, de regroupements professionnels dans le domaine du transport. Nous partons en fait en rang dispersé. Et ça ne favorise pas le secteur parce que les intérêts, peut-être que ça se comprend historiquement, les intérêts sont trop divergents. Il y en a qui vont se regrouper parce qu'ils ont un esprit syndical. C'est des anciens chauffeurs qui ont fondé des sociétés de transport. Ils ont une façon de voir les choses. Et nous, on a essayé en 2016 de faire une toute nouvelle association qui a été barrée auprès des autorités par le Conseil malien des transporteurs routiers. C'est alors un secteur, mais vraiment très compliqué. Donc, juste pour vous dire, plaider d'une seule voix aujourd'hui, nous pensons que c'est le CNPM qui est dans cette posture-là et qui peut éventuellement influencer les choses. Pour revenir au rôle de la DNCC, je ne suis pas sûr que personnellement, nous, on n'y a jamais pensé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut noter et réfléchir avec le groupe de propositions et d'action du CNPM. Comment on peut regarder à leur niveau s'il y a des solutions, effectivement. Ok, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées. Monsieur Koulibaly, peut-être avant d'ouvrir le débat au public. Monsieur Koulibaly, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter du point de vue également, on va dire, de l'opérationnel suite à tout ce qui a été mentionné par Monsieur Si et Monsieur Nyang. Les contraintes, les solutions que vous voyez, d'autres idées complémentaires. Micro, monsieur Koulibaly, micro, s'il vous plaît. Voilà, ok, merci Monsieur Touré. Je dirais qu'effectivement, dans notre métier,
sur la chaîne de valeur, le transport constitue un élément primordial. Comme je le disais tout à l'heure, je dirais monsieur Si. Mais en même temps, j'aimerais dire que le transport, avec l'investissement massif qui a été fait dans les camions-citernes sur les dernières années, au moins 4000 camions-citernes, 150 chargements, disons, par jour au niveau des différents dépôts livrnciers, est aussi indirectement, disons, une des causes, disons, du manque de focus qui a été mis dans l'investissement dans le stockage. Donc, ce qui s'est passé, on se retrouve aujourd'hui avec l'ensemble du territoire national malien avec 52 millions de litres de stockage. En capacité, disons, de stockage que je peux dire transporter, quand vous multipliez les 4000 citernes multipliés par 45 000 litres, vous vous retrouvez avec 180 millions de litres. Donc, on a 180 millions de litres de capacité de stockage mobile transporté contre à peine, disons, 52 millions de litres de capacité de stockage mobile fixe. Donc, du coup, c'est vrai que, disons, c'était quelque chose qui avait son rationnel, mais aujourd'hui, on est en train de montrer, c'est là en train de montrer ses limites, disons, dans le contexte, disons, actuel, où l'État n'a pas vraiment poussé, les opérateurs économiques n'ont pas poussé pour investir dans le stockage. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par le manque de focus qu'il y a eu, disons, dans l'investissement dans le stockage, avec moins de 10 jours de stock. Et du coup, on est vraiment très vulnérable. C'est cet élément que je voulais rajouter. Je vais lire les questions, hein. Il y a Awa qui pose une question dans le chat box qui dit que pour les sociétés de transport, les problèmes liés, en fait, les risques liés aux problèmes des routes ne sont pas pris en charge par les assurances, notamment les attaques djihadistes. Est-ce que, effectivement, ce problème-là aussi, comment le CNPM ou même qu'est-ce qu'on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que demain, les assureurs puissent également couvrir ce type de risques, on va dire émergents, parce que est très concret pour nous. Oui, monsieur Si, peut-être, ou, monsieur Si, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus, sur la question de AWAC, sur la chatbox, sur le mécanisme d'assurance aujourd'hui. Ouais. Alors, les assureurs sont dans leur bon droit, ce sont des sociétés commerciales d'assurer ce qui est raisonnablement assurable. Donc, les risques politiques, les risques de guerre et tout ça sont des choses qui sont un peu exclues de leur champ d'action à ma connaissance. Par contre, en revanche, ce que on peut envisager, c'est à l'État, surtout dans ce genre de contexte, d'envisager des mécanismes de soutien aux sociétés d'assurance pour pouvoir mettre des produits, ne serait-ce que de partage de ce type de risque, si c'est envisageable. Parce que c'est presque une abnégation que l'État est en train de demander aujourd'hui aux transporteurs. Donc, en face, il faut mettre également des incitations exceptionnelles. Parce que sinon, personne ne voudrait quand même, à la limite, on est sur du terrain désormais du patriotisme, quoi, je vais dire. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ce qui pourrait demander à l'État, c'est de voir peut-être mettre un fonds exceptionnel à la disposition des sociétés d'assurance pour partager ces risques-là. Oui, exactement, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est que dans certains pays, même souvent des pays développés où il y a eu des problèmes, des attentats dans les 10-15 dernières années, c'est ce que l'État a fait, c'est-à-dire dans chaque contrat d'assurance, chaque assuré fait une petite contribution à un fonds de garantie des attentats, quoi, pour essayer de mutualiser le plus possible ce risque-là qui est de plus en plus préoccupant pour l'ensemble des nations. Je vois également la main de M. Tembeli Modibo levée. Modibo, je ne sais pas si vous pouvez intervenir, hein. Je pense qu'on peut ouvrir le débat au public. Modibo? Je ne l'entends pas, je ne sais pas si c'est possible de... Ou bien Modibo pose... Ouais. Attendez, peut-être c'est moi. Autoriser le micro. Pardon, désolé, Modibo.
Modibo, c'est bon? Vous nous entendez? Ou sinon, oui. Ou sinon, je passe la parole à monsieur. Oui, oui. Oui, merci beaucoup, Monsieur Touré. Oui, C'est bon? monsieur Diallo. Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, Monsieur merci Diallo. beaucoup. Hein. Je commence naturellement à remercier le CNPM pour l'initiative et remercier aussi les panélistes pour la qualité de leur exposé. Je suis Temeli Modibo, expert comptable, commissaire aux comptes. Donc, vous comprenez naturellement que je suis dans les services professionnels. Donc, ce sujet me tient à cœur plus particulièrement. Donc, mais je vais vraiment être factuel dans mes propos. Hein. Dans l'entièreté, dans la balance des paiements, effectivement, on voit que dans ces déficits des services, les transports et notamment les fret tient une part importante. Mais au-delà, vous avez à côté aussi les voyages, les constructions et puis les autres services aux entreprises. Moi, particulièrement, par exemple, si on prend, je prends le cas des voyages, je pense que le CNPM, au-delà des transports hein, des marchandises, je pense que le CNPM est quand même interpellé parce que, voilà, il n'y a pratiquement pas de compagnie, que ce soit privée ou même publique, des transports de personnes. Alors que si on check bien dans les documents de la BCAO, on voit quand même qu'il y a beaucoup de flux, notamment intracommunautaires, au sein de l'UEMOA, essentiellement concentrés sur 3 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ben, les gens doivent se déplacer. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise au niveau national qui puisse capter donc, ces besoins de transport, naturellement, ce sont les compagnies d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui pourront être en mesure de capter ces flux-là. Par ailleurs, sur les services aux entreprises, c'est vrai qu'on parlait du cas des assurances. Voilà, même dans ce secteur, à quelques exceptions près, il n'y a pratiquement pas de sociétés à capitaux voilà, nationaux. Donc, c'est essentiellement voilà, des filiales des grands groupes d'assurance au niveau international. Et pire encore, au niveau national, il n'y a pas de société de rassurance. Je pense qu'au niveau du CNPM, il- on peut bien sûr penser à une réflexion du genre, à la création, par exemple, d'une captive de réassurance pour donc essayer de retenir voilà, les primes qui sont cédées au niveau des assurances pour la réassurance et limiter un peu la fuite des capitaux à ces niveaux-là. Dans le secteur bancaire, pareil aussi. OK? Contrairement à d'autres pays de la sous-région où vous avez des banques privées à capitaux nationaux, essentiellement, au Mali, pratiquement, il n'y en a pas. À part l'État et CNPM aussi, et la Chambre de commerce qui sont un peu minoritaires dans certaines banques, il n'y a vraiment pas de banques à capitaux nationaux, comme par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et même au Burkina, par exemple, avec Coris Bank. Donc, à ce niveau-là aussi, je pense qu'il y a matière à réflexion. Pareil, les constructions. C'est vrai, tout le monde parle de l'or, tout le monde parle du secteur minier avec la ruée vers l'or, mais il faut savoir aussi à ce niveau-là que voilà, il faut vraiment des entreprises de construction, notamment pour l'implantation des sociétés minières, par exemple la construction des bases de vie, les travaux de terrassement,
essentiellement à ce niveau aussi, vous avez des filiales de grands groupes comme par exemple Bouygues, etc., etc. Et d'autres voilà, sociétés, bon, même si elles sont nationales, mais là aussi à capitaux étrangers. Donc, à ce niveau-là, il y a du travail aussi. Donc, vraiment, en prenant les 4 postes majeurs de ces déficits des services, je pense vraiment, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les transports des marchandises. Moi, en tant que commissaire au compte, nous avons la chance d'avoir des logiciens d'envergure voilà, importante au sein de notre portefeuille, qui sont aussi malheureusement des sociétés à capitaux étrangers. Hein. Voilà, entre autres, les gros que tout le monde connaît et que je ne vais pas citer des noms. Ils sont clients chez nous, mais c'est vrai, ça diminue la part aussi du déficit, mais il faut savoir et garder à l'esprit que ça reste quand même des valeurs ajoutées qui sont captées toujours par ces capitaux étrangers. Merci. Je ne sais pas si j'ai été long, je m'en excuse. Vraiment, bonne continuation. Merci, merci Tembeli, c'était très clair. Je passe la parole à Monsieur Diallo Ibrahim, qui avait levé la main aussi. Diallo. Ou sinon, vous pouvez mettre votre question aussi dans la messagerie, comme ça je peux la lire. Ouais. Ok, bon, Diallo ne répond pas. Sinon, Cheikh Kane, Monsieur Cheikh Kane. S'ils sont là. Hop. Monsieur Kane, vous nous suivez? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok. Alors moi, c'est Cheikh Khan, hein, je suis ex-cadre de banque. Voilà. Donc, moi, mes questions vont s'adresser à M. Nyang et M. Si. M. Nyang, que je salue de passage, hein, je parcours avec beaucoup d'attention ses publications sur d'autres plateformes. Et croyez-moi qu'en sa personne, nous avons un véritable think tank. Hein, voilà. Alors, à M. Nyang, j'aimerais savoir hein, sur le volet transport fluvial et maritime. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état d'avancement des projets du transatlantique initié par Sa Majesté le roi du Maroc, hein, qui devant nous permettre d'accéder à la mer? Ça, c'est un projet. Un deuxième projet, c'est alors l'OMVS, hein, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Franchement, où est-ce qu'on en est dans le projet navigation fluviale? Alors, M. Nyang aussi, dans ses interventions, parle très souvent du port de Ambévedi, si je prononce bien. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de ces 3 projets? Alors, pour finir avec M. Nyang, il développe souvent la ZLECLAF, hein, la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce que, justement, le Mali est vraiment outillé pour accéder à ce projet de la ZLECAF? Donc ça, c'est à M. Nyang. Alors, à M. Si, au niveau du CNPM, on parle beaucoup de formation et Dieu seul sait s'il n'y a pas un déficit de formation au niveau de nos opérateurs économiques. Alors, au niveau du CNPM, comment est organisée la formation de ces structures-là, de ces opérateurs économiques? Je vous remercie. Hein. Merci, M. Kane. Peut-être on va faire dans c'est Khan, hein, c'est Khan. Khan, désolé. Khan Diallo, voilà. Ok, désolé, M. Khan. Je vous en prie. M. Nyang, peut-être vous pouvez répondre à sa question, à sa première question, puis ensuite on passe à M. Si. Deuxième question qui concerne le ZLECAf, parce qu'elle est très polémique. Les gens maliens pensent qu'aller dans le ZLECAf, c'est suicidaire. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes parce que si on est mal préparé et qu'on va dans une libéralisation des échanges,
très souvent, on peut être envahi au niveau du pays. Donc, mais je dis bien que les Maliens sont des grands commerçants, c'est connu, hein. On a quand même une tradition de djoula et beaucoup de nos pays voisins savent que dans les années passées, c'est des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés qui ont ouvert la voie dans le commerce dans ces pays-là. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que l'idée d'un marché préférentiel régional est très importante parce que nos marchés sont très étroits. Donc, si on veut aller vers l'industrialisation, il faut des débouchés. Et les débouchés, on ne peut pas les avoir si il n'y a pas ce volume-là. Donc, les regroupements sont nécessaires et je pense qu'il faut un état d'esprit, créer un état d'esprit africain. Quand la Côte d'Ivoire doit acheter quelque chose, si c'est fait au Mali, pourquoi acheter ça en Chine? Il faut acheter ça au Mali. Quand le Mali doit acheter quelque chose, si au Burkina, Burkina fait cela, il faut cet état d'esprit qu'il faut développer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire baisser la qualité. Non, on peut exiger des qualités et tout ça, mais créer un état d'esprit. Dans un premier temps, il faut protéger. Contrairement le marché régional peut être protégé par rapport à la concurrence déloyale, hein, et je dis bien concurrence déloyale, les économies fortement développées, et ça, il faut un peu de protection pendant un temps. Peut-être que sur le moyen et long terme, on peut ouvrir, mais on voit que la guerre que se mènent même les grandes puissances telles que les États-Unis et la Chine, au niveau des tarifs et tout ça, on sait qu'à un moment donné, le marché ne peut pas tout régler. Donc, il faut l'intervention de l'État pour corriger ces imperfections et faire en sorte que le développement endogène puisse se propager. Donc, ça, c'est ma réponse par rapport à sa deuxième question. Quant à la première question, alors, ça, je vous dis que l'OMS doit communiquer. Il y a j'ai eu moi-même beaucoup de problèmes pour accéder à certaines informations et tout ça. Mais ce que je sais, on m'a dit que le projet est en train de bouger. Bon, avec le récent réunion qui s'est tenue, je crois, en Mauritanie, il y a eu même des annonces publiques pour dire que le volet de navigation va démarrer et que donc des investissements à hauteur de 7 milliards, même si ce montant me paraît un peu faible, mais ont été annoncés pour pouvoir faire une chose. Mais la problématique reste là, c'est que les trois pays enclavés, Burkina, Niger et le Mali, peuvent bénéficier du développement du transport fluvial sur le fleuve Sénégal et sur le fleuve Niger. Et je dis, c'est incontournable. Nous devons investir parce que simplement, c'est un transport qui revient beaucoup, beaucoup moins cher, qui permet de rendre nos économies beaucoup plus compétitives, surtout si c'est des volumes qui sont transportés. Et ça, c'est peut-être l'avenir qui nous donnera raison. Je pense que c'était les deux questions et je pense avoir répondu. Merci beaucoup. Merci, hein? Jessie, je pense qu'il y a une question qui vous a été aussi adressée ou vous voulez ajouter des compléments? Ah oui, non, il a parlé du Maroc. Bon, oui. Moi, je pense que le Maroc, pour l'instant, c'est au stade d'idée, je crois. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que stratégiquement, pour nos trois pays, les pays sahéliens, écoutez, toute ouverture vers la mer n'est pas redondante. Parce qu'il faut que, à la limite, nous n'avons pas la mer, mais nous pouvons jouer sur la concurrence pour faire en sorte que les coûts de transport soient réduits
pour nos pays. Et là, la concurrence peut jouer. Faire jouer la concurrence entre les différents corridors me paraît être une politique que nous devons mener constamment. Très bien, merci. Oui, monsieur Si, je pense qu'il avait mentionné effectivement un port dont vous parlez généralement. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? D'abord, je propose de répondre directement à sa question avant de revenir sur des petits compléments sur le point. Alors, le CNPM a une très forte tradition de formation, hein, que ce soit de ses membres, que ce soit de ses équipes. Ça, c'est ce qui se fait d'habitude, mais juste pour information, donc on est en train de renforcer notre dispositif de renforcement de capacité à l'endroit des MPME. Ça, nous allons très rapidement communiquer sur ce qui sera offert aux MPME en la matière, en termes d'opportunités. Le point que vous soulevez, la ZLECAf, c'est un point d'action très important pour ce déficit structurel des services-là. Donc, j'aimerais partager avec vous un certain nombre d'informations par rapport à ce que le CNPM est en train de faire là-dessus. Nous avons saisi, je pense il y a 2 semaines seulement, le ministre de l'Industrie et du Commerce pour des actions structurantes que nous voulons conjointement mener avec eux, à commencer par mettre un cadre permanent de traitement de ces sujets-là en 6 axes. L'identification des chaînes de valeur prioritaires, très important. Ça s'est fait dans d'autres pays comme le Maroc avec l'accompagnement des banques de développement, la BAD, où ils ont identifié les faiblesses et les potentiels de certaines chaînes de valeur, en l'occurrence chez eux 4, comme on n'a pas les mêmes problématiques. Nous, on est en train de préparer les études pour toutes les filières, toutes les chaînes de valeur que nous pensons stratégiques pour le pays, ensuite les prioriser. Donc, cette identification des chaînes de valeur prioritaires et les stratégies de leur développement sont en cours d'élaboration au niveau du CNPM, en partenariat, en l'occurrence avec la BAD, mais on l'a proposé d'associer le ministre de l'Industrie. Nous voulons positionner le Mali sur les instruments de la ZLECAf. Il faut savoir que la ZLECAf a mis elle-même en place, au niveau de son secrétariat général, des fonds d'ajustement au profit des économies, comme on parle toujours de ce déséquilibre entre les différents pays. Justement, c'est de rassurer les gens que s'engager dans la ZLECAf, ce n'est pas aller, entre guillemets, à l'abattoir, c'est aussi d'avoir des économies préparées, notamment sur les aspects d'industrialisation. Ces fonds-là existent. On a proposé au ministre de nous mettre ensemble pour aller les chercher. Et évidemment, donc, on va travailler avec eux toujours sur le nerf de la guerre, hein, le développement d'un écosystème de financement du commerce en partenariat avec les PTF. Et une stratégie logistique, parce que nous sommes un pays enclavé et ça, c'est structurellement ressorti dans toutes les analyses et il y a une stratégie nationale de ZLECAf même qui a traité de ces sujets-là. Donc, on va activer, nous, les dossiers avec eux. C'est en cours. Il y a un gros pavé qu'on leur a soumis également, c'est le programme de préparation et d'accompagnement des entreprises potentiellement exportatrices. Ça, c'est quelque chose qui a bien réussi dans un bon nombre de pays où il y a des formations à l'endroit de ces entreprises-là. Il y a sur la normalisation, avoir des produits de qualité qui peuvent s'exporter, avoir des formations sur les procédures d'exportation, la simplification des procédures douanières dans ce sens et tout ça.
Et donc, enfin, en sixième axe, un programme national de facilitation des exportations qui va nous faire le récapitulatif de tout ça et poser des plans d'action. Donc, le plaidoyer CNPM est dynamique. Nous sommes sur ces sujets-là. Très bien. Monsieur Si, juste, je rebondis sur un de vos points. Est-ce que aussi le fait d'avoir demain des entreprises qui ont, enfin, à mon avis, il faut même une révolution culturelle pour que les entreprises puissent fusionner, grossir, parce que c'est parce qu'en étant gros qu'on fait des économies d'échelle pour pouvoir exporter demain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette révolution mentale, culturelle qu'il faut aussi envisager pour que les entreprises puissent demain être ensemble pour être des multinationales finalement? Merci Touré. Bon, moi je suis plutôt du genre pragmatique. C'est bien d'envisager et de concevoir des solutions pour que les gens changent d'état d'esprit, mais je préfère laisser le marché s'occuper de ça. Vous savez, quand on est 20 sur un petit marché, les choses se reconfigurent tout de suite, toutes seules. C'est pas la même chose que quand on est deux sur un marché où il y a beaucoup de potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les regroupements, l'émergence des grosses entreprises et tout ça, c'est le marché qui s'est occupé de tout ça dans les bonnes économies. Ce n'est pas par état d'esprit, à mon avis, hein, c'est pas par changement d'état d'esprit ou des actions qu'on a. Oui, mais quand même, il y a des incitations qui peuvent aussi les pousser. En fait, le marché, effectivement, qui s'en occupe, mais on peut, par la politique publique, inciter à quelque chose, quoi. Donc, c'était ça mon point de vue. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là. C'est très clair. Donc, je passe dans une autre question. Il y a une autre question de M. Issa Traoré. Je pense que ça s'adresse à M. Koulibaly, qui dit qu'entre l'investissement pour le stockage du carburant et l'investissement dans la production énergétique solaire, quelle serait la meilleure stratégie à adopter? Parce que, en gros, je pense qu'il veut dire que les ressources sont limitées. Est-ce que si on devait prioriser un investissement en ces deux, sur quoi faudrait-il aller? Voilà, je pense que c'est la philosophie derrière cette question. Oui, ok. Je pense que à ce niveau-là, le ministre Nyang nous a donné en fait la conduite à adopter, hein. Il faut aller définitivement, disons, vers le solaire, notamment en ce qui concerne la production d'électricité. On l'a vu ici avec la situation de EDM. Ce qui est assez gênant, c'est d'aller, disons, importer du gasoil ou encore du HFO, fuel lourd, pour venir le brûler dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité à des coûts de revient supérieurs, à des coûts de revient qui sont supérieurs au prix, disons, du vente du kilowattheure. C'est assez gênant quand on sait que, disons, à l'énergie solaire, 1 million de dollars en moyenne pour 1 mégawatt crête, disons, qu'on a investi, alors qu'à l'énergie, disons, thermique, on a besoin de 1 250 000 dollars pour pouvoir bâtir un stockage de 1 million de mètres cubes. Donc, il n'y a pas de comparaison et c'est très clair. Et d'ailleurs, au Rwanda, ils ont, disons, beaucoup travaillé sur la solarisation ou l'électrification de tout ce qui est transport public au sein de la capitale. Et ils ont maintenu au thermique toute la partie transport, disons, interville ou interrégion ou à l'intérieur en zone rurale, mais la partie, disons, capitale, ils se sont mis, disons, à l'électrique, mais l'électrique basé, disons, beaucoup plus sur le solaire parce qu'ils sont arrivés à un ratio de pratiquement, disons, 75-25. 75 pour la partie, disons, hydroélectrique, plus le méthane gaz et 25% pratiquement pour le solaire, quand bien même ils ne sont pas un pays relativement chaud. Donc, moi, je vais dans le sens d'aller définitivement dans un investissement massif dans le solaire et on pourra vraiment tirer les avantages aussi bien sur la partie production d'électricité, mais ça pourrait aussi agir sur la partie transport, notamment public transport au sein de la capitale. Très bien. C'est très clair. Merci, Monsieur Koulibaly. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Il y a une question sur la localisation des contrats et services d'assurance. Je pourrais peut-être juste faire, disons, donner un exemple. Je pense que la loi numéro 2023-041, disons, relative au contenu local dans le secteur minier,
à traiter le cas des assurances pays, disons, dans tout ce qui est entreprise minière, qu'elles soient en phase d'exploration, développement, exploitation, réhabilitation, elles ont une obligation, disons, d'être concédées à 100% à des entreprises locales. Donc ça, c'est uniquement dans le secteur minier. Maintenant, quand on va aller dans d'autres secteurs d'activité, effectivement, il y a une opportunité, disons, d'aller vers une localisation pour pouvoir renforcer les champions locaux. D'accord, très bien. Et voilà, je pense que c'est M. Nyang qui veut s'exprimer. M. Nyang, allez-y. Oui, merci, modérateur. Je voudrais juste revenir sur cette question de regroupement. Parce que je dis encore une fois, un des constats et un grand handicap pour nous, pays africains, c'est vraiment la petitesse de nos unités, de nos entreprises et leur fragmentation, le manque d'organisation et tout ça. Ouais. Et la question que vous avez posée me paraît importante, c'est la question de regroupement. Pourquoi est-ce que nos patrons, nos investisseurs ne se regroupent pas pour constituer des groupes beaucoup plus compétitifs, avec des économies d'échelle et qui peuvent en ce moment améliorer le professionnalisme et faire des investissements rationnels. Je pense que une des clés ou la voie vers ça, c'est vraiment la comptabilité des états financiers. Nous avons un grand retard à ce niveau-là. Beaucoup d'entreprises ne tiennent pas de comptabilité, particulièrement les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un grand handicap qui fait que c'est difficile pour ces entreprises d'accéder même au crédit bancaire. Les banques considèrent les sociétés qui n'ont pas de comptabilité comme des risques. Et donc les exclut complètement au crédit. Alors, il faudrait que nous mettions beaucoup l'accent sur le développement des audits, l'expertise comptable, que ce soit à hauteur de souhait, et que mieux on puisse... moi, j'avais introduit dans le passé ce qu'on appelle les centres de gestion agréés. Ça, c'était pour les petites et moyennes entreprises. L'idée est simple. Un comptable peut être très cher pour une ou deux petites et moyennes entreprises, mais lorsqu'ils sont 10 ou même 15, pour partager un comptable, compte tenu du volume des écritures et tout ça, ça peut aller. Ils peuvent avoir des états financiers comme toutes les entreprises. Donc, les centres de gestion agréés qui sont coiffés par les cabinets d'expertise comptable, c'est une stratégie qu'on a cherché à mettre en place, et malheureusement qui n'a pas marché apparemment, mais on ne doit pas l'abandonner. Donc, je reviens sur la question de comptabilité qui va être très importante. Maintenant, le deuxième axe pour aller vers le regroupement, c'est avoir des politiques de filière très claires au niveau de l'État, politique publique qui mettent de manière très claire les objectifs et tout ça. Et là, quand c'est clair, partenariat public-privé, vous verrez que les regroupements seront possibles. Donc, c'est les deux éléments que je voudrais ajouter à nos discussions. Merci beaucoup. Merci, M. Nyang, c'est très clair. Je vois aussi la main de Mme Awa qui est levée également. Oui, madame, s'il vous plaît, vous pouvez aller. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Awa Kanté et justement, c'est une belle transition parce que je suis expert comptable, M. Nyang. Je vous parle, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, madame. Voilà. Donc, je disais, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et je vous parle depuis la France. Moi, je suis installée en France et aussi au Mali. Justement, je vous posais la question sur les transports, les sociétés de transport et tout ça parce que j'ai une structure qui a eu à faire face à ce problème-là et c'était vraiment dommage que, voilà, il n'y ait pas un soutien ou quoi que ce soit. Mais là, le fait que M. Nyang soulève le problème de l'importance de l'expert comptable, je ne pouvais que réagir. Parce que, en fait, l'expert comptable est un agent, un acteur majeur de l'économie. L'économie ne peut pas fonctionner sans l'expert comptable. C'est pas possible. Donc, en fait, les entreprises, en fait, surtout les petites entreprises,
considèrent que c'est un coût. Et la plupart du temps, en fait, en venant voir un expert comptable, ils se rendent compte que finalement, ils gagnent plus que ce qu'ils pensent que ça leur coûterait. Parce que non seulement ils gagnent en conseil, ils gagnent en accompagnement, ils gagnent dans toute décision stratégique. Parce qu'en fait, on les laisse pas tout seuls dans leur coin. Aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que les entreprises, en fait, les petites en tout cas, parce que les grosses, forcément, ils ont une structure, ils ont une organisation, parce qu'en fait, le problème même qui est fondamental, et M. Niang l'a soulevé à plusieurs reprises, c'est l'organisation déjà. Parce qu'il faut une mise en place, il faut une mise en place d'une organisation administrative et financière pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, en fait, de la rentabilité même de la société. J'ai l'impression, en fait, que ces entreprises-là naviguent à vue et puis on gère au jour le jour. Les choses comme elles viennent, on les gère comme ça. Et c'est, en fait, comme ça, on ne peut pas avancer. Et le deuxième point à rajouter, c'était sur l'état d'esprit. C'est pour ça que je levais tout le temps les pouces. Il faut qu'on ait un état d'esprit en tant qu'Africain, c'est pas seulement malien. Je suis en France, mais j'interagis avec beaucoup d'autres communautés africaines. Il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a le Bénin. Enfin, je suis avec beaucoup de gens où à chaque fois on fait ce constat-là, qui est que les Africains ne savent pas travailler ensemble. Et le problème, c'est que chacun veut tirer la couverture vers soi. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Tous les pays qui se sont développés et tout ça, ils ont su travailler ensemble. Si on veut le développement de la nation, ça ne peut pas se faire. Certes, OK, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait une mentalité de patriote. Il faut qu'il y ait un patriotisme que chacun, en fait, se dise, c'est ma nation, je dois travailler pour. Par exemple, j'ai cette compétence-là, mais j'ai une autre société qui peut m'aider, qui a d'autres compétences. Si on met nos compétences en commun, on peut faire quelque chose de grand. Et ça, c'est important. Je ne sais pas par quel moyen il faut le faire diffuser, s'il faut passer par des canaux, des réseaux et tout, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas cette synergie-là. Et puis, dernière chose, depuis tout à l'heure, je pose la question, on a parlé d'un port et le nom est imprononçable, enfin, je n'ai pas compris, mais on n'a pas eu la réponse à cette question-là, à savoir où en était par rapport à ce port. Donc, je vous remercie. En tout cas, c'était très, très intéressant. C'est vrai que je suis arrivée en retard. J'ai écouté d'une oreille parce que je travaillais en même temps que je conduisais. Mais tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est très intéressant et ça nous conforte du fait qu'il faut qu'on avance. Voilà. Donc, si j'ai été trop brute, je m'en excuse. Non, on prend note, madame, c'est bien noté. Peut-être M. Si peut rebondir à ces Oui, questions. non, juste 30 secondes, M. Touré. C'est pour revenir sur la question de la taille critique des entreprises. Il y a eu une incompréhension. Moi, j'étais resté sur l'idée qu'il faut qu'on travaille sur l'état d'esprit. J'aimerais vous rassurer, vous et monsieur Niang et madame tout à l'heure, que c'est avec toute la pertinence qui l'accompagne que nous allons noter dans nos recommandations de constitution des politiques et de constitution des champions nationaux les dimensions que vous avez évoquées là. C'était juste pour cette précision et vous en remercier. D'accord, c'est bien noté. C'est très bien noté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres mains levées dans le chatbot. OK. Oui, juste, monsieur Si, oui, Awa avait posé Madame Awa avait posé une question sur un port difficile, enfin, dont le nom est difficile à prononcer. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ça. Je ne sais pas de quel port elle parle. Ouais. C'est une question pour M. Niang qui a sans doute suivi l'évolution de ce projet. OK, d'accord. De navigabilité du fleuve Sénégal, je pense. C'est ça. La question a été accompagnée de la transe saharienne également qui va au Maroc, de mémoire. Donc, je pense que... je peux revenir là-dessus. OK.
Très bien. En attendant, on va passer peut-être la parole à M. Khan. Je vois que nous approchons la fin de ce webinaire. Peut-être, M. Khan, une dernière question? Je n'entends pas. Bon, juste, il y a un message qui vient de venir de la part de Doumbia qui dit que dans le contexte actuel, on constate que les banques et les IMF, enfin les institutions monétaires et financières, pardon, souffrent aujourd'hui. L'une des raisons est que beaucoup de nos entrepreneurs n'ont pas la culture du crédit comparé aux pays de la zone UEMOA. Comment nous pouvons mieux éduquer financièrement nos entrepreneurs? Bon, question assez large, mais concrète. Peut-être, Monsieur Si, est-ce que vous avez des questions à ça, ou bien, enfin, Monsieur Nyang, ou même Monsieur Koulibaly? En gros, ça parle d'éducation financière des entrepreneurs. Oui, on remercie la personne pour cette question, mais je crois que c'est une trop grosse parenthèse pour le temps qui nous reste. Qu'elle puisse noter simplement que là encore, c'est des sujets pris avec beaucoup de rigueur au niveau du CNPM sur cette question d'accompagnement des entreprises et des banques pour faire le bon matching entre les deux parties. Nous avons des actions, des rencontres où on explique les produits bancaires, où les entrepreneurs expriment leurs besoins. Très bien. Donc, je pense que Monsieur Khan, je ne sais pas si on ne vous entend pas en fait, parce que ouais, si vous avez une dernière question, on peut la prendre. Sinon, je propose de conclure avant de passer la parole à Madame Keta pour conclure. Bon. Oui, on ne l'entend pas. Donc, je vous propose de conclure notre webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous nos intervenants. Je pense que c'était un sujet très riche, hein, très varié, avec des intervenants de très grande qualité, beaucoup de participants également, des questions très intéressantes. Donc, on a vu à travers ce webinaire plusieurs facettes, hein. On a vu le point de vue, disons, de l'institutionnel, aussi de la vision de l'État, même si M. Nyang ne représente pas du tout l'État, mais quand même, il a une vision assez concrète des choses. Donc, il a parlé, en gros, il est parti d'un problème très simple, hein. Comment, en tant que pays enclavé, on peut résoudre ce problème-là. Donc, c'est vraiment un problème d'optimisation très concrète. Donc, ensuite, M. Si nous a donné sa vision, en fait, et aussi la vision par ricochet du Conseil national du patronat du Mali. Donc, il a parlé de toutes les contraintes auxquelles les entreprises sont confrontées, aussi les différents plaidoyers que le CNPM a formulés, notamment les difficultés de financement à long terme. C'est un sujet qui revient très, très souvent. Le déficit également des compétences spécialisées, notamment en fait en matière de maintenance industrielle, l'agro-industrie, la réduction des impôts. Donc, beaucoup de sujets qui ont été abordés, notamment aussi le numérique, qui est un sujet qui nous préoccupe également. Est-ce que aujourd'hui, avec le pool, on va dire, de compétences qu'on a, on peut au moins réduire la dépendance vis-à-vis de ce secteur-là? Donc, on a ensuite eu la vision, on va dire, très opérationnelle, très concrète, très terrain, on va dire, de monsieur Koulibaly, qui est le directeur général de Vivo Énergie. Donc, il a parlé des causes de la balance des services, les problèmes de raffinage, de production pétrolière. Il a aussi donné des idées d'investissement qu'on peut imaginer en faisant également des comparaisons avec le Rwanda. Il propose également des solutions, notamment en matière de contenu local. Donc, moi, je pense qu'à partir de ces informations-là, on a pu constater qu'il y a plusieurs visions qu'on peut réconcilier et que j'espère que nous pouvons en tirer tous collectivement de ces messages clés. Je remercie également nos différents participants. Les questions ont été très, très intéressantes, donc je ne vais pas les reprendre toutes, vu les délais qui nous sont impartis. Donc, en tout cas, je voulais remercier chacun d'entre vous pour votre patience et pour aussi avoir écouté avec sagesse, je dirais, toutes ces informations-là que nos intervenants nous ont bien fait le plaisir de communiquer. Donc, merci à tous pour l'amitié et le plaisir que vous avez fait d'être là.
Je vais passer peut-être la parole à Madame Keita pour conclure. Oui, alors merci beaucoup. Ben, avant de conclure, d'abord, je tiens vraiment à remercier tout un chacun vraiment pour la qualité des échanges et pour les contributions précieuses qui ont été faites donc, au thème de ce jour. Mais avant de clôturer, le vice-président est en ligne, Monsieur Dagnoko, s'il a quelques mots à dire avant de lever la séance. Encore une fois, merci infiniment pour les débats que nous avons eus tout à l'heure, qui contribueront sans aucun doute, en tout cas, à approfondir les questionnements que nous avons eus sur le sujet. Merci. À très vite. Monsieur Dagnoko. Madame Keita, Monsieur le Merci. vice-président. Oui. Merci, merci Madame la secrétaire générale, merci Ibrahim. À part, je veux dire seulement merci, un grand merci à nos panélistes du jour. Vous nous avez éclairés, vous nous avez informés, vous nous avez donné à la fois et de l'analyse et de l'esprit de solution. Nous prenons bon note de tout cela. Le secrétariat général, sous la conduite de Madame Keita, va nous structurer tout cela dans un document de compte rendu et même d'action à mener. Et je suis sûr qu'on se retrouvera très très bientôt sur d'autres formats de discussion autour de ce même sujet. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bravo, modérateur. Merci beaucoup. À très vite. Merci. À très vite. Merci. Merci à beaucoup. tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, M. Touré. Merci. Merci à tous. Merci, Monsieur Sti. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Et à tous les internautes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonsoir.